Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans ce live. Alors, on va parler de plein de choses aujourd'hui. Comment réussir ces 30 premiers jours quand on prend un nouveau poste de manager en hôtellerie-restauration. Mais avant de commencer, j'ai sur ma tablette juste à côté, j'ai accès au chat, donc n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des petits pouces, voir si vous entendez bien, si le son est bon, déjà premièrement, l'image, et puis on va bientôt pouvoir attaquer la présentation. Deux petites questions avant de commencer. Est-ce que vous pourriez me dire rapidement d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites également est-ce que vous êtes dans l'hôtellerie, la restauration? Quel est votre poste? Et comme ça, on laisse les gens tranquillement se connecter et puis on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans ce live? On va voir comment prendre un poste en main, que ce soit sur un début de saison ou quand vous arrivez comme manager en hôtellerie-restauration, comme manager F&B. Et avant ça, petite question, est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez plutôt pompier ou stratège? Donc, c'est-à-dire que quand vous prenez un poste, est-ce que vous avez l'impression de devoir éteindre le feu à gauche à droite, de courir un petit peu dans tous les sens, ou est-ce qu'au contraire, vous observez, réfléchissez? Je vais pas trop en dire parce qu'on va tout détailler juste après. Donc voilà, dites-moi en commentaire un petit peu quelle est votre prise de poste ou la dernière, comment vous l'avez senti. Alors, le manager pompier, c'est celui qui subit l'opérationnel, qui travaille 15 heures par jour, qui court un petit peu dans tous les sens. Je le compare aux pompiers, mais on pourrait le comparer aussi au poulet sans tête. C'est celui qui est à gauche à droite pour sauver tout le monde, éteindre les incendies quand ça commence à prendre, et qui n'a pas toujours le temps pour faire de la stratégie. À l'inverse, le stratège, c'est celui qui va poser un cadre de pilotage clair, qui va anticiper au lieu de réagir, et qui va fédérer par sa vision et non par le contrôle. Ah ben je vois que vous commencez à arriver. Bonjour Yasmine, ravi de t'accueillir. Bonjour Mélanie. Alors, pour me présenter rapidement, le temps que les autres continuent à se connecter, qui suis-je? Est-ce que peut-être déplacer un petit peu ma caméra? Fasse attention à ça aussi. Alors, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration depuis maintenant plus de 20 ans, et pendant 9 ans, j'ai été en management, donc que ce soit maître d'hôtel, assistant maître d'hôtel, et puis après directeur F&B. J'ai fait plein d'autres postes aussi. J'ai commencé comme plongeur il y a très longtemps, pendant mes études. J'ai également été commis chez Paul Bocuse. J'ai été seconde cuisine en Corse. J'ai été barman. J'ai notamment créé un podcast qui s'appelle Révolution F&B, où j'interviewe des gens qui ont un rapport de près ou de loin à l'hôtellerie-restauration, mais qui donnent plein de clés. Donc c'est des épisodes très intéressants à aller voir si jamais vous êtes curieux. C'est sur Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast, enfin, un petit peu tout. Et donc maintenant, je me suis spécialisé sur la partie management et aussi sur la partie pilotage. Alors, la promesse de ce live, n'hésitez pas d'ailleurs à me dire, c'est intéressant, qu'est-ce qui vous a donné envie de cliquer et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre ce live aujourd'hui? Ça m'intéresse toujours de savoir et puis comme ça, je pourrais vous lire dans les commentaires et je pourrais adapter notamment mes petites histoires que je vais raconter tout au long de ce live. Alors, on va voir ensemble la méthode des 3 P. Donc, commencer par les people, les gens. Ensuite, on va voir tout ce qui est process. Et puis, on va regarder de manière très rapide mais efficace comment développer un petit peu la partie profit. Même si au début, je vous conseille, on va en reparler, de d'abord focus sur l'opérationnel. On va y arriver. L'idée, c'est que vous ayez un petit peu plus de sérénité, que vous appreniez également à protéger vos équipes, à les mettre avec vous et pour leur donner également envie de travailler avec vous. Donc pour développer votre charisme et votre leadership. L'idée, c'est d'avoir des résultats concrets et rapides et d'identifier les leviers de cash immédiat, les quick wins, mais que ce soit pour la partie profit comme pour la partie process. Alors pourquoi les 30 premiers jours sont importants? Parce que c'est là que vous allez gagner ou perdre votre crédibilité par rapport, comme je vous disais, que ce soit par rapport à votre manager ou que ce soit par rapport même à toute votre équipe.
Donc l'image que vous allez projeter au début va définir un petit peu, va donner un élan. Et c'est important de prendre le bon élan, donner une bonne première impression, comme on dit, mais le piège, ça va être de se noyer dans l'opérationnel pur aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, le pompier ou le poulet sans tête. L'enjeu, ça va être de rassurer l'équipe et la direction. Et donc, la solution, c'est de piloter par l'humain. Ça, j'en parle tout le temps, c'est une de mes valeurs fondamentales, l'humain. Et puis après, montrer par l'expérience et les chiffres pourquoi on a bien fait de vous prendre à ce poste. Donc, comme je disais, le framework des 3 P qu'on va voir aujourd'hui, c'est d'abord la partie staff, collaborateur. Donc gagner la bataille sur le terrain, stabiliser l'équipe par l'écoute et la légitimité. Ça, je vais vous montrer comment on va développer tout ça. Ensuite, on va voir tout ce qui est process pour installer de la fluidité, enlever un petit peu tous les grains de sable qu'il y a dans les engrenages. J'ai appelé ça les anti-stress. C'est tester les outils et donner les moyens à vos équipes et à vos collaborateurs de pouvoir réussir de manière sereine et plus facile. Et enfin, on va voir la partie profit, donc optimiser la rentabilité. Je vais notamment évoquer le money engineering. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça va pas être le sujet principal de ce live, mais pourquoi pas en faire un spécialement là-dessus parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et on va regarder également le cash dormant, donc là où vous avez de la trésorerie immobilisée et comment faire pour débloquer ça dans les 30 premiers jours. Donc le sprint, c'est d'abord de commencer par l'écoute active sur le terrain, d'aller voir vos collaborateurs. Je vais vous expliquer comment dans un instant. Ensuite, mettre les premiers process, audits, outils en place pour ensuite, vers la fin, commencer à travailler un petit peu sur la partie profit aussi, qui n'est pas à délaisser, mais on commence systématiquement par la partie opérationnelle, le terrain, et on commence déjà aussi à poser les bases qui vont nous servir après, les premiers outils qui vont nous permettre après de développer la rentabilité. Et puis enfin, l'expérience client et l'expérience collaborateur qui est un petit peu la brique, la brique qui commence dès le début à mettre en place, mais qui prend aussi le plus de temps, à mon sens. Alors, on va commencer par l'axe people. Donc, gagner la bataille du terrain et comprendre rapidement un petit peu les enjeux de vos collaborateurs, un petit peu ce qu'ils ont dans la tête. Et donc, j'ai une petite question avant de commencer. Votre première semaine, quand vous prenez un poste, est-ce que vous êtes plutôt du style directif, donc à donner des ordres tout de suite, vous drivez, ou est-ce que vous êtes plutôt observateur? Donc le but, dans un premier temps, ça va être déjà de gagner la confiance de votre équipe, notamment avec l'écoute active, c'est hyper important, l'écoute active, l'empathie. On ne donne pas systématiquement des ordres dès qu'on arrive, c'est un petit peu contre-productif. On va voir pourquoi après. Dans un premier temps, moi je vous conseille d'être plutôt observateur sur le terrain. Ensuite, je vais vous expliquer comment un petit peu lire ce qui se passe dans la tête de vos collaborateurs, c'est parce que j'appelle les entretiens one-one. C'est un truc que je vous suggère de faire dès la première semaine et de garder ça en place tous les mois. J'en parle souvent parce que c'est un game changer et il y en a plein qui ne le font pas. Mais par 4 petites questions, et notamment sur le premier one-one que vous allez faire, il y a une question qui est super intéressante. Ah, Yasmine me dit plutôt observateur, c'est top, on est d'accord. Il y a un truc qui est super intéressant, c'est la troisième question. C'est si tu pouvais changer un truc ici avec une baguette magique, qu'est-ce que ce serait? On va y revenir sur toute la trame. Mais ça va vous permettre, en faisant ça, d'avoir des quick wins humains, donc des résultats très spontanés et très rapides, notamment si par exemple vous identifiez ou vous réparez un irritant dès le début, dès la première semaine. Comme ça, ils vont voir directement que vous êtes quelqu'un d'expérience qui est là pour être de leur côté aussi et pour les aider. Moi, je dis toujours, quand vous êtes manager, soyez aussi super disponible. C'est hyper important pour moi d'être hyper disponible pour vos équipes. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu, donc on va commencer la partie observation, voir un petit peu le design de service, comment ils font un service, comment ils s'en sortent, pour déjà commencer à avoir des axes d'amélioration. Le plus dur, ça va être de voir l'invisible. Donc dans la phase 1, on va pas micromanager, on va pas donner trop d'ordres, on va juste être dans une posture plutôt analytique.
On va commencer à regarder aussi comment ils travaillent, voir si peut-être ils font des allers-retours inutiles. Moi, je me souviens, il y a 4 ans, quand je suis arrivé dans un hôtel qui venait d'avoir la 5e étoile, il y avait 120 places en salle. Et pour redresser une table, tout était dans les arrières, dans les offices. Et donc, un des premiers trucs que j'ai fait en arrivant, c'était de mettre 2 consoles en salle parce que 120 couverts et il y avait 3 endroits. Il y avait un endroit où il y avait les nappes, un endroit où il y avait les verres et puis un endroit où il y avait la vaisselle et les couverts dans l'office. Donc, autant vous dire que quand il fallait redresser une table, ça prenait un temps de dingue. Et donc, il y avait 2 restaurants dans cet établissement. Il y avait un petit restaurant de 40 couverts qui, lui, avait 3 consoles. Et dans l'autre 220 couverts en bas, 0 console. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher 2 consoles en haut pour les mettre en bas et on a gagné du temps. C'était dresser une table avant, ça prenait 2 minutes. On est passé à moins de 30 secondes. Donc, ça, c'était caviar. Ensuite, ben, je parlais des offices justement à travers cette petite histoire. On va analyser également l'organisation. On va analyser, pardon, excusez-moi, c'est le live. On va analyser l'ergonomie des offices. Je suis tellement content d'être là que. On va analyser l'ergonomie des offices. Il y a un truc aussi, c'est que à force de travailler toujours au même endroit, après quelques mois, on voit plus les axes d'amélioration. Ou en tout cas, on a plus de mal à les voir. Et donc, c'est pour ça que c'est important dès la phase 1, vous avez un regard extérieur et donc vous allez plus facilement trouver des trucs qui coincent et comment faire gagner du temps à vos collaborateurs. Parce que par exemple, enfin, vous arrivez dans un office et vous dites mais pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi ça on le mettrait pas là? Ça on gagnerait du temps. Et on dit bah ouais, en fait, c'est vrai, j'y ai pas pensé. Parce qu'à force d'être dedans, on finit par plus voir ces petits axes d'amélioration. Donc ça va vous permettre d'identifier tous ces petits goulots d'étranglement, tous ces petits grains de sable qui font gripper un peu la machine et ça vous permet de gagner quelques secondes par-ci par-là. Et franchement, quelques secondes par-ci par-là, à la fin de la journée, c'est quand même énorme. Alors, il y a un truc aussi, moi, quand j'arrive dans un établissement, souvent, le premier truc que je regarde aussi, c'est tout ce qui est système PMS, caisse enregistreuse. Parce que j'ai vu plein d'endroits où, déjà, on arrive, c'est tout au bon papier. Donc après, une fois qu'il faut faire la note, il faut tout rentrer. Souvent, il n'y a pas les bons. Soit il n'y a pas les bons boutons. S'il n'y a pas de boutons, même si c'est manuel, les références n'existent pas. On perd un temps de dingue. Et si à chaque interaction qu'on a avec la caisse, on perd 10 secondes, enfin, à la fin du service, c'est 10-15 minutes de perdu facile par personne. Donc ça, c'est un espèce de petit truc à regarder assez rapidement pour faire gagner du temps à tout le monde. Et enfin, moi j'ai un petit côté geek, je sais pas si vous l'avez remarqué, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Et donc du coup, prendre en main le PMS, regarder que tous les bons en cuisine sortent. Je crois que je suis en train de spoiler ma slide suivante. Mais faire en sorte que tout le monde gagne du temps par rapport à ça. Voilà, il me semblait bien que j'étais en train de spoiler ma slide suivante. Donc regardez aussi que tous les bons sortent bien. N'hésitez pas si vous voyez le premier service que ça va pas, le deuxième jour, dès que vous arrivez, commencez à regarder un petit peu comment on pourrait améliorer, pourquoi les bons ne sortent pas bien. Euh, Faites des tests, des simulations pour regarder avec le chef si tout fonctionne correctement. Parce que déjà quand ça sort pas, c'est vite le why en cuisine et en salle du coup aussi. Ensuite, est-ce que les bons sont lisibles pour tout le monde? Est-ce que le jargon est le même pour tous? Par exemple, j'avais une fois en entrée, c'était du saumon gravlax, et puis ils avaient fait en plat du jour un pavé de saumon. Alors, je sais plus exactement comment ça s'était passé, mais je crois que pour la cuisine, ils voulaient avoir gravlax sur le bon et puis saumon. Et dans leur tête, c'était comme ça. Et sauf qu'en salle, ils avaient configuré saumon en entrée et poisson en plat. Donc les premiers saumons qui sont sortis, c'était des saumons cuits. Et puis là, on se dit, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Et voilà. Donc bien regarder, bien faire attention aussi et coordonner avec la cuisine pour être sûr qu'on parle de la même chose. C'est hyper important. Ensuite, utiliser l'intelligence collective. Quand vous arrivez dans un établissement, c'est important aussi en même temps que vous allez faire les one-one et tout ça, de pas hésiter à mettre tout le monde autour de la table et de construire un petit peu les règles et les axes d'amélioration avec l'équipe. Parce que quand vous faites ça, les règles vont être plus facilement appliquées. Tout simplement parce que l'équipe, vu qu'ils ont l'impression que ça vient d'eux et qu'il y a un petit peu cette effervescence commune à travailler ensemble, eh bien, ils vont les appliquer beaucoup plus facilement. Que à l'inverse, si vous imposez vos règles, on va être plutôt sur du micromanagement, sur du flicage, et un bon manager,
Je sais pas vous, hein, mais moi j'ai pas le temps de faire du micromanagement. Je préfère justement déléguer certaines choses le plus rapidement possible, comme ça je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi. Donc après tout ce qui va être la partie pilotage, expérience client. Alors petite question avant de continuer, est-ce que vous faites, alors si vous êtes manager ça m'intéresse, et aussi si jamais vous êtes employé, serveur, chef de rang par exemple, est-ce que avec vos managers vous faites des entretiens individuels, et là je parle en one-one avec toute l'équipe? Donc, est-ce que vous en faites de manière hebdomadaire, de manière mensuelle? Est-ce que vous en faites une fois de temps en temps quand vraiment c'est la catastrophe? Ou est-ce que vous n'en faites jamais? Je vous laisse répondre dans le chat. Je vais boire un petit coup d'eau vite fait. L'eau, c'est la vie. Comme disait un grand philosophe belge. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Oui, pour ceux qui ne savent pas, je suis belge. Mais en France depuis 2014. Alors maintenant, je vais vous expliquer un petit peu les one-one, comment moi je les vois. En général, je pose 4 questions. Ici, on va se concentrer sur le premier one-one. Les autres après vont être différents et je vais vous expliquer un petit peu comment je les adapte. Mais on va se concentrer d'abord sur le premier qu'on va faire. D'abord, c'est cerner le collaborateur, donc plutôt à huis clos, hein, c'est un truc complètement informel. L'idée, c'est pas de fliquer ou de remonter des choses à la direction, vous n'êtes pas là pour ça, vous êtes là pour sonder votre équipe, c'est hyper important. Donc d'abord, c'est de comprendre un petit peu l'état d'esprit de chacun, comment ils évoluent, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, qu'est-ce qu'ils pensent. Par exemple, avec des questions, c'est comment tu te sens-tu dans la structure et dans la communication actuelle, quel est ton ressenti. L'idée, c'est vraiment de savoir un petit peu le présent. Qu'est-ce qui se passe? Ça sert à rien de se concentrer sur le passé. Le passé, c'est le passé. Tout le monde change. Il faut pas trop se concentrer là-dessus. Et puis au pire, vous avez les CV à disposition normalement. Donc d'abord, voir un petit peu le présent, dans quel mood ils sont. Ça va vous donner déjà plein de petites infos. Je vous conseille de prendre une feuille. Si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message d'ailleurs après sur LinkedIn. Je vous les enverrai. Je vous enverrai une trame que vous aurez plus qu'à compléter. Ensuite, donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'expertise terrain, à savoir si, poser la question, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui? Ce serait quoi? Quel est le plus gros truc qui te bloque en ce moment dans ta fonction? Ensuite, on a parlé du présent, maintenant on va parler un petit peu du futur. Quelle est ton ambition? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux faire? De quoi tu as envie ou besoin? Est-ce que tu as besoin de formation pour réussir cette saison avec nous? Et enfin, demander comment moi, en tant que manager, je peux t'aider à atteindre cet objectif. De quoi tu as besoin de ma part. Après, quand vous le ferez souvent, pour résumer les 4 questions, c'est comment ça va? Comment s'est passé le mois passé? Qu'est-ce que tu améliorerais? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer pour le mois suivant? Comment on va faire pour y arriver? Sur quoi tu as envie d'être formé peut-être? Je sais pas, la vente de vin, l'upsell, plein de choses comme ça. Et puis après, bah forcément, la dernière question, comment moi, en tant que manager, je peux t'aider à y arriver? Donc ça, c'est un peu tout l'iceberg dans sa globalité. C'est important d'améliorer le quotidien de vos équipes le plus rapidement possible pour renforcer l'expérience collaborateur. Et ça va montrer également que vous êtes quelqu'un d'action, quelqu'un qui agit, et pas juste quelqu'un qui parle et qui reste dans son bureau toute la journée. Alors, moi, j'ai horreur de ça. Moi, c'est pour moi, un bon manager, il est 80% sur le terrain, et effectivement, il doit faire aussi un peu de pilotage, les horaires et ce genre de choses. Mais il faut que vous soyez avec vos équipes par l'exemple et tout ça. C'est comme ça que vous allez développer notamment votre leadership et que vous allez les tirer vers le haut. Donc, essayez avec justement le premier one-one que vous avez fait avec tout le monde de regarder un petit peu comment les petits problèmes récurrents, par exemple, ou celui en tout cas qui est un peu un red flag pour tout le monde, celui-là, c'est le premier truc à faire. Par exemple, changer du matériel cassé. Bah, là, j'ai mis un mixeur en exemple, mais ça peut être le lave-verre. Si, par exemple, il y a plus de smother, ce genre de choses, faites un devis rapidement. En 2 semaines, c'est bouclé. Au moins, on récupère le smother, on casse moins de verre, par exemple. Il ne faut plus les essuyer, donc l'équipe gagne du temps. Ils peuvent être plus en salle. Enfin, voilà, je vous apprends rien. Euh, Ensuite, maintenant qu'on a vu toute la partie un petit peu terrain, on va commencer à regarder plus la partie process et profit. Donc, c'est augmenter la fluidité opérationnelle, et puis après on va voir pour comment libérer le cache dormant, faire un état des lieux et voir comment on peut améliorer tout ça. Euh,
le temps que je démarre les slides suivantes, petite question, comme ça vous avez le temps de me répondre en commentaire. Est-ce que vous suivez votre prime cost et à quelle fréquence? Est-ce que vous regardez un petit peu tous les jours? Est-ce que vous le faites une fois par semaine, une fois par mois, ou est-ce que vous le faites jamais? J'ai eu un entretien il n'y a pas longtemps avec un dirigeant, c'est pour ça que je leur pose la question ici. Parce que quand je lui ai demandé s'il savait, s'il avait déjà ses inventaires, notamment sur la cave à vin, et s'il savait me chiffrer, grosso modo, la trésorerie immobilisée, il m'a dit bah on l'a fait en décembre. On est le 18 mai. Alors, quelques outils de pilotage. L'idée, c'est d'avoir des données fiables et ça va vous apporter un pilotage sain. Alors, si vous ne les avez pas déjà, créez-vous des fichiers Excel simples. Maintenant, en plus, avec Claude, ChatGPT, l'intelligence artificielle, vous lui donnez un bon prompt et il va arriver à vous sortir déjà des fichiers Excel pré-mâchés. L'autre jour, j'ai croisé mon fichier Excel à moi que j'utilise pour faire une cave à vin avec une carte des vins d'un restaurant. En 10 minutes, il m'avait tout refait. C'est juste génial. Donc, n'hésitez pas à vous servir de l'intelligence artificielle par moment, ça peut vraiment vous faire gagner du temps. Donc l'idée, c'est de faire assez rapidement. Alors vous faites faire, hein. Vous faites la structure et tout ça, et puis après vous mettez des responsables euh, qui vont aller vous ramener ces informations. Par exemple, au petit déjeuner, ils vont faire l'inventaire petit-déj. Le chef du bar, il va vous faire l'inventaire du bar. Si vous avez un sommelier, si vous avez la chance d'avoir un sommelier, ou sinon le maître d'hôtel, vous pouvez le mettre sur l'inventaire de la cave. Voilà. Comme ça, vous donnez la structure, le fichier, vous expliquez un petit peu comment faire. Et eux, au final, vous leur montrez rapidement, et puis vous remplissez le fichier. Et après, si vous avez un doute, vous allez contrôler quelques références dans la cave, mais comme ça, vous pouvez continuer à avancer sur ce qui compte vraiment. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais comme ça, vous allez voir aussi, vous allez commencer déjà à avoir la première structure et à voir un petit peu toute la trésorerie immobilisée. Ensuite, faire un suivi des pertes. Alors, je sais que c'est pas toujours évident à mettre en place, mais par exemple, quand il y a du matériel qui se casse, ce genre de choses, c'est pas pour fliquer les gens. C'est juste pour voir aussi s'il y a des pertes au niveau du bar, si même en matériel, par exemple des verres cassés, ce genre de choses, des assiettes cassées, c'est toujours bien de le noter quelque part pour avoir une trace. On n'est pas obligé de mettre le nom, mais par contre, ce qui est intéressant de mettre, c'est pourquoi il y a eu cette perte, pourquoi on a cassé un verre, parce que s'il y a des choses récurrentes qui viennent, ça va aussi vous montrer que peut-être dans un process, il y a peut-être quelque chose qui va pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Pas pour fliquer, pour dire à quelqu'un, bah non, t'as cassé 10 verres aujourd'hui, enfin aujourd'hui. T'as cassé 10 verres ce mois-ci, donc t'as pas tes tips, enfin c'est pas le but. Ensuite, on va regarder tout ce qui est Cardex et personnalisation. Ça, c'est une des choses aussi à mettre assez rapidement en place, voir si vous avez un Cardex, s'il y a un suivi aussi dessus. Par exemple, de Fork, Zenchef, tout ça, ça le fait très bien. Et l'idée, c'est un petit peu de voir si vous avez ce qu'on appelle aussi un CRM, mais ça, c'est un petit côté un peu plus marketeux. Mais le Cardex, pour noter un petit peu les préférences des clients et pouvoir directement avoir l'information à tout le monde qu'on va transmettre, notamment pendant le briefing, qui va être dans les slides qui arrivent là. Donc c'est par exemple dire, bah, Monsieur Dupont, il préfère son eau gazeuse sans citron. C'est vraiment, si vous travaillez dans des hôtels 5 étoiles, c'est des choses qu'on peut savoir et dire après au chef de rang pendant les briefings et tout ça. Comme ça, on personnalise l'expérience client. Ou alors par exemple, Madame est allergique ou est coéliaque. Donc coéliaque, je ne sais pas si vous savez, c'est ceux qui peuvent pas du tout manger de gluten. Donc là, il faut faire vraiment attention. C'est pas juste je mange pas de pain parce que si, parce que là. Donc ça, c'est vraiment des informations qui sont hyper importantes. Et on m'a toujours dit dans un établissement, dans une structure, c'est que si vous retenez une information, c'est pas très cool pour toute l'entreprise et pour tout le déroulé après. Donc c'est hyper important de pouvoir bien communiquer entre les services, entre les personnes dans un service et tout ça. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que tout va bien? Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits likes. Je regarde un petit peu en même temps. Alors, le briefing. Le briefing, pour moi, c'est ce qu'il faut faire. C'est une des premières choses à mettre en place si c'est pas déjà fait. Mais c'est une des premières choses à mettre en place, c'est qu'on démarre pas un service sans avoir fait un briefing. Ça doit durer 5-10 minutes. Là, je tapais dans le micro. Ça doit être assez rapide. L'idée, c'est vraiment de transmettre toutes les informations qui vont être importantes pour le service. Donc, on commence par une note positive. On essaye de donner une bonne dynamique au groupe, un peu d'énergie.
dire un petit peu, voilà, on va avoir aujourd'hui autant de couverts, il va avoir telle personne qui sera VIP, qui fait quoi. Donc voilà, rang A, ce sera Clément et Marine, rang B, ce sera Jean-Paul et Mireille, selon les âges des équipes. Mais l'idée, c'est que chacun sache ce qu'il a à faire. Et je vous conseille aussi, lors des briefings, de demander au chef d'être présent. Chef pâtissier, ça peut être intéressant. Pour notamment que eux, si jamais ils ont des suggestions, ils en parleront mieux que si ils vous le disent à vous et qu'après vous le répétez. C'est mieux qu'ils le disent en direct. Comme ça, même si les équipes ont des questions sur un terme technique, tout ça, c'est quand même beaucoup mieux que ce soit le chef qui réponde directement. S'il y a des manquements, voilà, en disant bah tiens aujourd'hui voilà il nous reste 5 poissons, 5 saumons parce qu'on a tout vendu en entrée l'autre jour parce qu'il y avait des problèmes dans les bons. Voilà, pour ceux qui sont toujours là et qui ont suivi le début du live. Donc, une fois qu'on a les rangs, une fois que tout le monde sait ce qu'il a à faire, on a les allergies, on sait s'il y a des anniversaires, tout ça, on a les suggestions. Là, on peut terminer le briefing très rapidement. Donc, ce que j'appelle par les facts, c'est dire ah ben hier il s'est passé ça, c'était cool, on a fait un super service, il y a eu du monde. Attention, j'ai vu qu'il y avait deux trois tables où ils ont eu les entrées avant les vins. Donc voilà, on vraiment se concentre là-dessus. N'hésitez pas à bien communiquer avec les sommeliers et tout ça. Euh, voilà, aujourd'hui encore un gros service, donc on y va, on se prépare. Prise de commande rapide dès le début, comme ça on se met pas dans le jus. Enfin voilà, on termine sur une note positive. On parle de faits, on ne vise personne. De toute façon, les gens, vous faites un briefing et vous parlez de faits comme ça, ne vous inquiétez pas, ils vont se reconnaître tout seuls. Vous n'avez pas besoin de tirer à vue en plein service. Alors maintenant, on va commencer à parler un petit peu de pricing très rapidement. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment les premières clés à mettre en place dès le début pour que vous puissiez, dès votre premier mois d'arrivée, commencer à sonder un petit peu, savoir un petit peu où vous en êtes en termes notamment de stock immobilisé. Donc, est-ce que si jamais vous travaillez actuellement dans un restaurant, est-ce que vous avez une idée de, par exemple, tout le stock qui est immobilisé, que ce soit dans votre cave à vin, la cuisine, les boissons? Ah, si c'est moins de 2 000 euros, si c'est entre 2 et 5 000, entre 5 et 10 000 ou plus de 10 000. Ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je serais ravi de vous lire. Euh, je suis arrivé dans un hôtel il y a 4 ans et quand j'ai fait mon premier inventaire, on avait plus de 13 000 euros de vin immobilisé. Et la situation était un petit peu compliquée au niveau du pilotage de l'entreprise. Donc le premier truc qu'on a fait déjà, enfin que j'ai fait, c'est de dire ben, on va arrêter de commander du vin. Je vois qu'il y a des références qui sont en cave, qui sont pas à la carte, donc on va travailler ça avec des suggestions, on va mettre des choses en place, mais on va arrêter de commander et on va essayer d'atteindre les 5 000 euros qu'on a atteint, je crois, en 4 5 mois, avant de commencer à refaire une vraie carte des vins et de pouvoir après commencer à vraiment s'éclater. Mais l'idée, c'est de serrer un petit peu la vis et de commencer à vendre tout ce qui est dormant avant de pouvoir imaginer le futur, retravailler les cartes. Ça sert à rien de vouloir tout refaire d'un coup quand vous arrivez. Donc le premier mois, c'est on regarde tout ce qui se vend pas, pourquoi ça se vend pas. Et l'idée, c'est d'en faire des suggestions pour faire recréer du cash liquide, comme j'ai mis sur les slides. On va en reparler juste après. Je vais vous donner un super truc à la fin de ce live sur quelque chose que j'aime bien faire avec mon barman. J'aime bien le challenger sur un point. On va y revenir. Là, je fais juste une petite parenthèse sur le menu engineering parce que j'ai vu dans mes derniers posts que j'avais postés qu'il y avait pas mal de gens qui ne connaissaient pas. Donc l'idée, c'est de transformer votre carte et regarder un petit peu comment ça fonctionne pour optimiser au maximum la carte, même sur la façon de l'écrire. Alors vous allez avoir 4 catégories. Les stars, qui vont être les populaires et les rentables pour maintenir et promouvoir, donc ceux-là, très important. Ensuite, ce qu'on appelle les horses, les chevaux, qui vont être populaires mais moins rentables. Donc ceux-là, il faudra regarder pour ajuster les prix et les portions. Ensuite, vous avez les énigmes ou les puzzles qui vont être pas très populaires, mais qui sont super rentables. Donc là, à ce moment-là, regardez comment on peut améliorer la visibilité, faire de la promotion ou ce genre de choses. Ou peut-être en suggestion, ou ces genres de choses qu'on peut dire à ces chefs de rang, bah tiens, aujourd'hui, on essaye de vendre 10 plats comme ça parce que voilà, ils vendent moins alors qu'ils sont super rentables. Et les dogs, c'est ceux qui sont ni populaires ni rentables, donc ceux-là, dans les 2 semaines maximum, on dégage.
Je vous ai fait un petit slide, ça avec ChatGPT, où vous aurez vraiment, c'est un petit peu plus précis. Je vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous enverrai les slides, vous l'aurez dedans, je peux vous envoyer que l'image. Voilà. Mais ça, c'est plus à destination soit des directeurs, managers F&B, et à bien regarder, à mettre le chef dans la boucle, parce que c'est important aussi que le chef soit au courant, et ça va aussi l'aider, le pousser. Et si vous travaillez ensemble, sur les fiches techniques notamment, l'idée c'est de ne pas brider sa créativité. C'est de l'orienter vers le profit, qu'il ait conscience aussi qu'on est une entreprise et que le but d'une entreprise c'est de gagner de l'argent. Donc, parler en termes de co-matière, d'optimisation de production, mais sans le braquer. N'hésitez pas à l'aider notamment à faire les fiches techniques, lui donner des templates, ou alors lui dire, bah tiens, aujourd'hui en mise en place, on va les faire un par un. Aujourd'hui en mise en place, on va travailler tel plat. Est-ce que on a une petite balance? Est-ce que tout ce que vous mettez dans l'assiette, vous pouvez le peser? Comme ça, on note, et puis après, on regarde. Et là, vous pouvez l'aider notamment sur tout ce qui est chiffrage et tout, et lui faire remplir peut-être les factures sur les prix au kilo. Mais l'idée, c'est que si lui il comprend les chiffres, et que vous arrivez à mettre les fiches techniques en place, ça va vraiment vous donner de la visibilité et un pilotage super précis sur ce qui se passe et sur ce qui sort en cuisine. Donc hyper important de travailler ça avec le chef. Ensuite, on va travailler un petit peu, on va optimiser le ticket moyen par la personnalisation et l'upsell, en travaillant l'expérience client notamment. Alors des petites choses faciles à mettre en place. Moi, il y avait une chose que j'aimais bien mettre en place et que je faisais une fois par semaine, c'est soit on fait un vin, on présente un vin qui est à la carte, ou alors si vous changez les vins au verre, c'est de faire goûter à vos équipes, leur faire créer des fiches techniques par exemple, ce genre de choses. Euh, je me souviens qu'il y en avait un justement dans mes one-one qui me disait ouais j'aimerais bien apprendre le vin. Donc je lui ai dit bah, comment t'as envie qu'on fasse? Il m'a dit bah j'aimerais bien qu'on fasse peut-être je sais pas goûter le vin et tout ça. Je fais bah ouais super idée. Donc j'avais mis un seau en place, on crachait et tout ça, hein, parce que l'idée c'est pas de se mettre une caisse avant le service, mais c'est de faire découvrir le vin, d'en parler, de faire des fiches techniques et ce genre de choses. Et donc j'avais fait la première. Et puis j'avais mis, on avait un Slack en commun, j'avais mis comment moi je faisais ma fiche technique. En plus maintenant, avec ChatGPT, tout ça, c'est encore plus facile qu'avant d'aller sur Google et d'aller chercher les fiches techniques des vignerons, parce qu'en plus ils l'ont pas toujours. Mais créez les fiches techniques et puis vous mettez en place un petit cahier avec toutes les fiches techniques des vins. Et à la fin, moi ce que j'avais dit, c'est que j'avais fait la première, puis je leur ai dit, bah, la semaine prochaine, on va voir tel vin. Et du coup, la personne qui m'avait demandé d'améliorer ses compétences en vin, je lui ai dit, bah tiens, je vais te donner le template et tout sur le Slack, et c'est toi qui vas faire la présentation la semaine prochaine sur le vin. Et du coup, après, ils ont commencé à faire, tous les jours, on en prenait un nouveau qui me faisait une fiche technique et qui présentait un vin euh, pendant le briefing, pendant 2 minutes. Et donc, je les ai impliqués là-dedans. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est eux qui ont fait ça. Ils étaient super impliqués, ils étaient super ravis de le faire. Ils apprenaient en même temps. Et donc, du coup, bah, moi, ça me prenait pas de temps, en fait. On faisait ça vite fait en fin de briefing. Et moi, ça ne me prenait pas de temps supplémentaire pour faire ça. C'était eux qui le faisaient eux-mêmes. Ensuite, on peut leur expliquer également qu'il vaut mieux conseiller plutôt que vendre. Ça, c'est des petits tips aussi qu'on peut donner rapidement pendant un service. Mais par exemple, on ne vend pas, on conseille ou on conseille une expérience. Notamment si on parlait justement de vin, de dire ah ben tiens, avec tel plat, moi je vous suggère plutôt tel vin, ce genre de choses. Alors, ça paraît un peu trivial, mais il y en a qui n'arrivent pas toujours à le faire, qui n'ont pas les bons mots, alors du coup ils osent pas et donc du coup ils le font pas. Donc, si vous arrivez aussi à mettre ça, ça peut être des petites choses très rapides à mettre en place avant les services ou à faire peut-être 10-15 minutes une fois dans la semaine quand c'est des journées plus calmes et que vous avez toute l'équipe peut-être un vendredi avant le début du service ou un jeudi, mardi, mercredi. Voilà. Et ensuite, n'hésitez pas aussi parce que j'ai eu l'exemple encore samedi au restaurant où je suis allé en tant que client et j'avais mon papa qui avait pris un plat et qui voulait goûter le meilleur vin au verre de la carte. Et là, on a le sommelier qui nous a dit ah non, non, avec votre plat, celui-là, il va être trop puissant, prenez plutôt celui-là, qui était le vin le moins cher de la carte. Mon papa était un petit peu surpris, et moi aussi. Et je me suis dit, bah, à ce moment-là, pourquoi pas mettre du coup deux vins premium qui fassent en vin rouge, par exemple. C'était pour accorder, c'était avec un cochon, bref.
Pourquoi pas mettre deux vins premium, un léger et un plutôt puissant? Comme ça, si la personne vous dit, ah bah tiens, je voudrais ce verre de vin-là, j'ai envie de me faire plaisir là-dessus. Vous dites, ah bah celui-là, par contre, va peut-être moins coller, mais si vous voulez, j'ai ça qui est une pure pépite et vous allez voir, c'est dans la finesse, l'élégance et ça va mettre votre plat en valeur, ça va être top. Vous me faites confiance. Et la poum, vous vendez votre verre de vin, tout simplement, j'ai envie de dire. Mais bon, ça, c'est comme tout, ça s'apprend. Alors ça, c'est un tips que je ne vois pas très souvent et que moi j'adore. C'est un truc que j'adore challenger mes barman. Si vous avez la chance d'avoir un super barman qui a envie d'apprendre et qui a envie de se faire challenger un petit peu, c'est de lui demander de faire deux desserts cocktails. Je m'explique. J'ai remarqué dans certains restaurants que il y avait certaines personnes de temps en temps, parce que c'était au ski ou parce qu'ils venaient d'arriver, ils avaient fait une longue route, il était tard, et donc ils se limitaient à juste faire entrée plat. Et donc l'idée c'est de proposer, de se dire, bah, ok, vous voulez pas de dessert, pas de problème. Si vous voulez, ce que je peux vous proposer par contre, c'est d'aller voir mon chef barman là-bas, il s'appelle Charles, il est exceptionnel, et lui par contre il peut vous faire des desserts en cocktail. Donc là on est plus sur un dessert solide, un dessert liquide, et je lui avais demandé, il nous avait fait notamment une crème citron meringuée, donc à base de lemon curd et tout ça. Et puis avec la pâtissière, on avait vu pour faire un siphon de meringue. Et donc il venait brûler au chalumeau le côté de la meringue. On venait poser la paille de l'autre côté, un peu de crumble pour avoir ce côté aussi gourmand. C'était un frein. Et du coup, bah, vous vendez ça à 14 balles, bah, vous faites 14 balles par personne potentiellement par tous ceux qui vont pas prendre de dessert et qui vont aller au bar. Ça, il y a par exemple faire un tiramisu, une crème brûlée. En crème brûlée avec une belle mousse bien shakée sur un dry shake. Vous mettez, vous envoyez. Et puis après, hop, le sucre sur le dessus avant d'envoyer. Le sucre, petit coup de chalumeau aussi, comme ça vous avez le côté croquant, gourmand de la crème brûlée. Enfin voilà, toutes des petites idées comme ça. L'idée, c'est d'avoir une signature et cet effet waouh. Et de se dire, ah ben, voilà, je suis allé dans tel établissement, dans tel hôtel. Euh, on n'avait plus très faim, et puis ils nous ont proposé ça. Ouah, c'était top. Voilà. Et ce live est maintenant bientôt terminé. Alors, est-ce que ça vous a plu déjà? Est-ce que vous avez apprécié? Alors, j'ai une petite question avant de vous expliquer un petit peu ce que je fais. J'ai remarqué notamment dans mes dernières interactions avec des dirigeants d'entreprise que le mot consultant faisait parfois un petit peu peur. Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, en une phrase, hein, quelques mots très rapidement, qu'est-ce que c'est pour vous qu'un consultant en hôtellerie-restauration ou qu'un consultant F&B? F&B pour Food and Beverage, donc tous ceux qui s'occupent de la restauration de manière générale, dès qu'il y a de la nourriture ou des boissons. Parmi les choses que je fais actuellement, c'est tout ce qui va être diagnostic et audit flash. Ah, merci Étienne. Je suis ravi que ça te plaise. Je suis content de te voir. J'avais pas vu que tu étais connecté. Ravi de t'accueillir. Donc, diagnostic audit flash, c'est pour donner un petit peu un plan d'action immédiat. C'est quelque chose de très rapide. C'est une de mes premières œuvres basiques. Notamment, je suis en train de créer aussi une offre de directeur F&B en remote. Donc, où je travaille quelques heures par semaine pour accompagner ben, justement peut-être des plus petites structures qui n'ont pas l'opportunité d'avoir un directeur F&B à temps plein. Donc voilà, c'est pour les aider vraiment à travailler sur leur carte et tout ça et pouvoir déléguer certaines choses. J'accompagne également les managers F&B en place, donc avec un suivi hebdomadaire sur leurs petites problématiques. On est un espèce de format de coaching en quelque sorte, avec un support WhatsApp où je réponds dans les 48 heures, où je donne accès à toute ma boîte à outils, les templates et tout ça. J'ai également des modules de formation que je suis en train de lancer. Je vous en parle dans la slide suivante normalement. Donc le management remote et fractionné, j'en ai touché un mot. Et puis après, ça, je peux avoir, et pour l'instant d'ailleurs, je suis disponible pour ça, mais du management de transition. Donc là, c'est 4-5 jours par semaine sur site, donc en immersion totale pour restructurer tout le département de A à Z, pour stabiliser les équipes, pour mettre en place les process si jamais il n'y en a pas. Enfin, le but, c'est vraiment de cadrer, mettre des choses en place et de pouvoir après pérenniser derrière, dans le sens où ça peut être pendant, je sais pas, entre deux recrutements et tout ça, et dès que le prochain collaborateur arrive, prochain directeur, manager F&B est engagé, l'idée c'est de faire une passation qui soit propre et carrée, lui montrer un petit peu tout ce qui a été mis en place pour donner une continuité pour l'établissement.
Et quand je fais ça, notamment, ben, même tous les outils que j'ai mis en place dans un établissement, je le mets sur un drive. Et comme ça, même 1 an, 2 ans, 3 ans après, l'entreprise y a toujours accès aux besoins. Donc voilà, si jamais... pas de souci. Merci d'être arrivé quand même, Étienne. Pas de souci pour le retard. Si jamais ça peut vous parler, on peut faire un petit café virtuel pour discuter 15 minutes, voir si vous avez un besoin, ou alors après, bah, je vois que Étienne, Yasmine, bah, je serais ravi aussi de discuter avec vous en visio pendant 15 minutes, donc n'hésitez pas à flasher le petit QR code, et comme ça, on pourra discuter. Vous avez un lien directement sur mon alors j'utilise zcal.co, c'est un peu comme Calendly, ce genre de choses, vous avez directement accès à mon calendrier, et comme ça, vous pouvez réserver au créneau qui vous arrange le plus. Alors, grande première. Je viens de lancer également une petite formation en ligne pour aider justement à mettre les premières routines en place et développer son leadership. Donc c'est vraiment ce qu'on va faire sur les 2 premières semaines pour ceux qui ont suivi le live. Je sais pas Étienne si tu es arrivé trop tard, mais donc vraiment la partie opérationnelle. Donc vous allez avoir 6 vidéos pour t'expliquer un petit peu les différents rôles de manager, les différentes casquettes qu'on peut avoir. Donc dans les 3 rôles, il y a forcément le gestionnaire, donc toute la partie pilotage, le coach, un petit peu coach formateur, donc comme je disais tout à l'heure, par exemple, quand on forme ses équipes au quotidien. Et puis la partie donc le gestionnaire, le coach formateur, et puis toute la partie leadership. Donc c'est-à-dire transmettre sa vision et faire adhérer les autres et fédérer l'équipe pour aller tous ensemble dans la même direction. C'est d'ailleurs pour ça que généralement on appelle ça un directeur FNB. Montrer la direction et sa vision. Ensuite, définir et affirmer ses styles de management, sachant qu'il y en a plusieurs, par exemple le délégatif, le directif, à quel moment on utilise lequel, par exemple. Très vite, le délégatif, si vous voyez que vous avez des bons profils dans votre équipe et que vous pouvez leur déléguer certaines tâches et que ça va bien se passer, passer sur du délégatif. Si vous voyez qu'à un moment donné, c'est le why en salle et que tout le monde court dans tous les sens et que personne, hop, on arrête, on devient un petit peu plus directif. On dit, ben voilà, tiens, prends 2 minutes, regarde ta salle, va faire ça, regarde là-bas, ça fait un moment qu'ils attendent. Toi, va chercher le truc au pass, ça fait 3 fois que le chef y sonne. Enfin voilà, là, on redevient maître un peu du service, on prend le service en main pour que tout le monde redescende un peu en pression. Ensuite, j'explique comment faire un briefing en 10 minutes, les différentes étapes. À chaque fois, il y a des ressources, des templates, ce genre de choses. Comment on donne un feedback aussi à ses collaborateurs qui fait progresser sans créer de tension. J'en ai parlé pas mal ici, mais là, je donne vraiment toute la trame sur les entretiens individuels. Comment les faire, le premier, ensuite de manière récurrente tous les mois. Et enfin, je pense que c'est le plus important, et d'ailleurs c'est la vidéo la plus longue qui dure à peu près 25 minutes, c'est comment on va débloquer des tensions dans l'équipe. Donc avec divers modèles, notamment ARC, je ne sais pas si vous connaissez, la communication non violente. Je parle notamment de la pyramide euh, de Karpman. Voilà, et comment on sort de ces modèles-là pour arriver à désamorcer des conflits. Donc, par exemple, quand vous êtes en conflit avec quelqu'un, ou alors si jamais vous êtes le médiateur et que vous avez un conflit entre 2 personnes, c'est qu'on s'assied, on discute, chacun a son temps de parole et on parle en jeu. Parce que si vous dites ah ouais mais t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, c'est accusateur, l'autre va sur la défensive et tout. Que si on parle de son ressenti, on a dit ben voilà il s'est passé ça, donc on reste factuel. J'ai ressenti ça, ça m'a mis dans le jus, j'ai voilà. Et ben juste de fait de parler comme ça, l'autre va déjà être plus enclin à écouter et va se rendre compte qu'en fait, ça vous a mis dans la merde, ou vous avez eu des émotions peut-être un peu fortes et tout. Et donc, en général, le dialogue va se renouer plus facilement. Voilà, ça, c'est une étape parmi les 6. Donc, puisque vous recevez, c'est les 6 vidéos avec à chaque fois un résumé, c'est applicable dès le premier service. Il y a plein de ressources prêtes à l'emploi, des trames, des scripts, des grilles, des fichiers Excel. Vous avez accès à vie, tous les supports, avec les mises à jour suivantes. Pour l'instant, je suis sur System.io pour ceux qui connaissent. Donc, vous inscrivez, vous avez accès directement. Vous recevez un mail où vous devez rentrer ben, vos enfin, vous recevez un mail, vous devez vous inscrire sur la plateforme, donc login, password et tout ça. Alors oui, c'est de la formation à distanciel en asynchrone parce que justement, je voulais un modèle qui soit facile d'accès pour tout le monde parce que je sais qu'on n'a pas tous les moyens des fois de se payer des coachs ou des formations qui coûtent parfois 10 000 € à l'année. On est parfois en saison, en contrat et tout ça. Et donc l'idée, c'est vraiment de donner quelque chose d'accessible, d'actionnable rapidement, que vous pouvez regarder quand vous avez
une pause pendant une coupure, après un service, pendant votre jour de repos et tout ça. Donc voilà, si vous voulez plus d'infos sur la formation, je ne sais pas de quel côté je suis, donc j'imagine que c'est à gauche sur l'écran. Je crois que c'est par là. De toute façon, je l'ai écrit. Plus d'infos sur la formation, c'est d'un côté. Et je vous ai mis une petite ressource pour découvrir un peu votre style de management. N'hésitez pas à me dire si jamais dans tout ce que j'ai partagé au début, s'il y a des ressources qui pourraient vous intéresser, vous m'envoyez un petit message sur LinkedIn. Je vous ai laissé mon LinkedIn juste en bas. Donc moi, c'est Nicolas Lezy. J'ai été ravi de faire ce live avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, des petits bravos si vous êtes toujours là. Et si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Rebois un petit verre d'eau parce que j'ai soif. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour par commentaire. J'essaie de donner un maximum de mon énergie. J'espère que vous l'avez ressenti. J'espère que vous avez vibré chez vous aussi. Et puis, voilà. Si jamais vous n'avez pas de questions, je vous laisse partir tranquillement. Passez une très belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Et si vous avez des questions, je reste encore quelques minutes. Si vous voulez que je raconte des histoires, si vous voulez que je suis en haut à droite sur ton tel. Ah tiens, j'avais pas pensé au téléphone, c'est vrai. Moi je suis sur ma tablette, du coup je vous vois. Si vous voulez, je pourrais peut-être vous montrer rapidement mon setup. Je sais pas. Ah, attendez. On va faire un truc. Je vais voir si vous arrivez à le voir du coup. Tada! Je repasse en plein écran. On revoit mon petit verre d'eau. Euh, Est-ce que si je mets ça en plein écran. Parce que là on le voit pas, mais là j'ai mon ordinateur avec OBS, j'ai ma télévision en face avec mes slides qui défilent, j'ai la tablette sur le côté, comme ça je peux voir un petit peu les interactions et tout ça, et le live, avoir un petit retour en direct. Comme vous voyez, j'ai quand même quelques secondes de retard, hein. Je suis toujours sur les slides. Euh, voilà, pas toujours évident. Le micro, la lumière, on est pas mal. Lumière qui va très très fort, d'ailleurs ça me fait une marque dans le front. Voilà, et puis j'ai mon Sony Alpha 6400 pour avoir une belle qualité d'image. Je suis dans mon salon. J'ai réinvesti le salon en mettant mon bureau dans le salon, comme ça, si jamais j'ai des vidéos, parce que là je vais devoir tourner quelques vidéos, notamment pour LinkedIn et Instagram. Ça me permet de pouvoir, dès que j'ai une idée, pouvoir le faire beaucoup plus rapidement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en attendant les questions? J'ai ma super photo avec Monsieur Paul Bocuse, juste là. C'était en 2015, et Madame Raymonde, qui sont partis en 2018. Lui en février, Madame en juin. Voilà, j'aime bien revoir cette photo, ça me fait toujours plaisir de passer devant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez que je continue à raconter ma vie peut-être? Je vois qu'il y a toujours 3 personnes de connectées, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre? Sur quoi vous voulez qu'on parle? Un sujet, un truc, je sais pas, ou sinon vous me racontez un petit peu quelle est votre dernière intégration que vous avez faite, que ce soit en tant que manager ou, euh, ou comme chef de rang, ou Étienne, quelle était ta dernière mission? Parce que j'ai vu que tu faisais aussi de la formation, Yasmine, je sais pas si tu es toujours là. J'arrive pas à voir, ou Mélanie. Quelle était un petit peu votre dernière mission, votre ressenti, la dernière fois que vous êtes allé sur le terrain? Euh, on pourrait parler notamment de, parce que plein de gens qui me disent: «Ah ouais, mais les jeunes maintenant, ils veulent plus travailler». Alors je suis pas tout à fait d'accord, c'est juste qu'on attend des choses différentes. J'aime bien raconter que du temps de nos grands-parents, heu ah, merci pour le commentaire Étienne, c'est cool. Du temps de nos grands-parents ou arrière-grands-parents, selon la génération, et l'âge que vous avez, mais il n'y avait pas beaucoup de moyens de locomotion. En général, ils travaillaient dans le même village, la même ville. C'était pas grande, grande ville à l'époque, mais même dans le village, ils travaillaient toujours au même endroit. C'était quelque chose d'accessible. On leur parlait pas de la même façon parce qu'ils restaient à leur métier, ils faisaient ça toute leur vie. Et puis voilà, ils se posaient pas trop de questions. L'époque un petit peu plus de mes parents qui sont nés dans les années 60, en général, ils faisaient les mêmes métiers, mais dans des entreprises différentes. Et puis ma génération, et encore plus les nouvelles générations là qui arrivent, ils changent de métier, ils font des choses différentes, et le but c'est de s'épanouir à travers son métier.
et c'est pas juste un moyen de remplir le frigo ou de gagner sa croûte, comme on dit. Donc voilà, il y a des attentes différentes. Donc maintenant, surtout depuis le Covid, on peut plus dire aux gens ferme ta gueule et avance, quoi. Avant, ça marchait bien. Maintenant, ça marche plus du tout. Maintenant, faut les accompagner, faut les former. C'est pour ça que l'entretien one-one c'est une pépite pour ça. Ça vous permet de déceler un petit peu quelles sont les ambitions de vos collaborateurs et ça vous permet aussi de les garder du coup à plus long terme. Savoir un petit peu bah, ce qu'ils ont envie de faire, comment ils se projettent et de les amener en fait dans leur projection à ce qu'elles se réalisent. C'est aussi un peu votre taf de. Alors, je suis désolé, hein, mais c'est un peu votre travail aussi quand vous êtes manager en hôtellerie-restauration, quoi. Ben voilà, ben ça c'est par exemple une clé, Mélanie, pour le turnover. Après, vous avez plein d'autres choses aussi à mettre en place. J'en parle notamment dans mes podcasts. Même pour les petites structures, c'est par exemple de faire un CE externalisé. Ça peut vous coûter pour l'entreprise, je crois que c'est 80 € par an. Et ça permet aux gens de gagner 500-600 € par an aussi. Sur les cours, sur les factures d'électricité, ça fait des bons sur par exemple, je sais pas moi, Parc Astérix, Disneyland, les vacances, des chèques vacances, ce genre de choses. Et donc, c'est un petit investissement pour vous, plutôt que de donner une prime, c'est un petit investissement pour vous qui va vous rapporter quand même beaucoup plus, enfin, qui va rapporter plus d'argent encore en termes de chiffres à vos collaborateurs. Donc ça, c'est une super chose à mettre en place. J'ai eu Sophie Plénier aussi que j'ai eu dans mon podcast qui, elle, me racontait qu'elle était conciergerie, enfin, elle faisait la conciergerie d'entreprise. Et donc, ça permettait notamment aux collaborateurs, aux petites structures aussi. Si par exemple, vous avez un collaborateur qui va travailler, ça permet de prendre en charge, par exemple, sa voiture, de l'amener au garage, et puis hop, on vous ramène la voiture sur le parking de l'hôtel, par exemple, si vous travaillez dans un hôtel, mais ça vous permet de récupérer à la fin de la journée votre voiture réparée. Comme ça, vous pouvez aller travailler sereinement, vous n'avez pas besoin de poser un jour de congé pour aller mettre la voiture au garage. On s'en charge pour vous. Voilà. Ah oui, le groupe Bertrand, oui, je connais bien. Au bureau et Léon sur l'île de la Réunion. Ah, c'est cool. Alors attends, faut que je clique parce que je suis d'accord, il faut s'adapter sur les nouvelles générations. Ça demande beaucoup d'adaptation et c'est pas toujours si simple, mais c'est notre travail, comme tu le dis. Ouais, exactement. Sur le turnover, quoi d'autre? Déjà sur le recrutement, ça passe déjà par là. Il faut être maintenant, je pense, beaucoup plus précis aussi en termes de recrutement. Sur les horaires, ce qu'on attend, sur le salaire, même si on donne une fourchette, mais au moins donner un salaire de base parce que vous allez vous faire squeezer, mais directement si vous mettez une annonce où il n'y a pas de salaire. Ou alors vous n'avez pas attiré les bons profils. C'est le danger aussi. Euh, J'aime bien, j'en ai vu une il n'y a pas longtemps, c'est Mama Shelter. Eux, ils font, je trouve, des pépites quand ils balancent des. N'hésitez pas à aller voir. C'est quoi? C'est Mama Shelter? Ouais, j'ai un doute. Mais en gros, c'est tourné un peu sur le ton de l'humoristique et en fait, vous prenez plaisir à lire leur fiche de recrutement. Et ça, je trouve ça super cool, notamment pour les nouvelles générations et d'avoir un truc un petit peu décalé. Il faut aussi rester sérieux, bien sûr, hein. Mais vous transmettez les informations d'une manière peut-être un peu plus légère et donc les gens, en tout cas, vont jusqu'au bout de la fiche. Que si vous dites entreprise familiale, propose un SMIC pour un temps de travail variable, vous n'allez pas avoir beaucoup de candidats qui vont postuler. Par contre, si vous dites, si vous êtes même beaucoup plus clair, parce que je pense qu'il y a aussi un problème de business model, et il y en a qui le font très bien d'ailleurs, on peut passer la semaine de 4 jours. Si vous passez une semaine de 4 jours et que vous demandez aux gens de faire 3 coupures dans la semaine, ça ne va pas leur poser de problème. Si vous leur demandez de faire 5 jours par semaine avec 2 coupures et 3 longues, en général, ça ne va pas poser problème. L'idée, c'est d'être vraiment transparent. À partir du moment où vous êtes transparent sur le recrutement, le cadre est posé. Et si vous dites, bah voilà, c'est une saison, c'est 5 jours par semaine que en coupure, et que vous mettez un beau salaire à la clé, bah vous aurez quand même des candidats. L'idée, c'est vraiment d'être clair et transparent sur la manière dont vous recrutez les gens et dont vous faites aussi de, les fiches de poste. Voilà. Je pars un petit peu en roue libre. Je sais pas si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein. Il y a toujours du monde sur le live, donc c'est cool. Sur le turnover, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Mélanie. N'hésite pas à me faire un petit pouce ou un petit like. Si jamais tu as des choses que tu voudrais creuser, peut-être aussi.
N'hésitez pas à me remettre d'autres questions, si vous voulez qu'on parle d'autres choses. Je parlais de business model, donc voilà. Je pense qu'il y a des choses à faire et des choses à mettre en place. Et il y en a qui y arrivent. La semaine de 4 jours existe dans pas mal de restaurants, même dans des restaurants étoilés, donc c'est faisable. Notamment, moi, quand j'étais chez Paul Bocuse, chacun avait son rôle un petit peu dans la journée. Donc, il y avait celui qui faisait la garde. Ben lui, enfin, le matin, on arrivait tous à 8h45, comme ça, on avait le temps de boire le café. À 9h, on commençait la mise en place. Je vous parle de ça, c'était en 2014, hein. Donc, et celui qui faisait la garde, par exemple, c'était celui qui restait l'après-midi pour redresser. Mais une fois que l'équipe arrivait à 18h, lui, il se barrait. Voilà, ça faisait une longue dans la semaine. Et puis après, il y avait, comment on appelait ça? Fermeture, demi de ferme. Donc ça, c'était les deux. À chaque fois que quelqu'un partait du service, il remettait tout l'office à propre. Comme ça, au fur et à mesure que les gens partaient, l'office était toujours rangé. Bon, après, forcément, on continuait le service, hein, donc voilà. Mais à chaque fois que quelqu'un partait, on remettait l'office à blanc. Et comme ça, le dernier qui fermait à la fin, il n'avait pas à tous taper. Donc ça, c'était aussi intéressant. La fermeture, la demi-fermeture. Donc celui qui faisait la fermeture, c'est le premier à partir le midi, mais c'était celui qui fermait le soir. En général, il commençait, soit il était en repos le lendemain, ou alors il faisait que le service du soir, selon un petit peu l'affluence du restaurant, bien sûr. Euh, je vais essayer de lire en même temps je vois qu'il y a eu deux, trois commentaires. D'Étienne, salut Étienne, toujours là, c'est cool. La MO sur les territoires d'outre-mer est souvent à tort. Un levier le plus adapté, VS Métropole. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, sur une île, vous avez quoi? Je crois plus 30%, je dirais, en moyenne de. Le coût de la vie est 30% plus cher, non? Bah oui, c'est ça, ouais, les denrées sont plus chères, mais. Ah! Vous allez peut-être voir Moutarde arriver dans un instant. Tu viens dire bonjour? Allez, bien. Ah, donc voilà, je suis à Dijon, donc je vous présente Moutarde. Mon chat, j'ai pas fini mon live. Oui, on va faire des câlins après. Ça va? Allez, tiens, viens derrière. Hop, mon chat. Voilà, bah moi je me sens bien avec vous. Donc si vous avez d'autres questions, on peut rester. Si vous avez d'autres choses à faire, n'hésitez pas à quitter le live, sinon ça ne terminera jamais. Février. Ah, 16h03, ouais, on a dépassé un petit peu, moi c'est cool. Bon, est-ce que vous avez appris des choses aussi? Je vous ai pas posé la question. Vous pouvez même me noter de 1 à 10, dire ce que vous avez pensé de ce live. Et également si vous avez des idées pour des prochains lives, des sujets qu'on pourrait aborder. Je parlais tout à l'heure notamment de peut-être faire un live complet autour de tout ce qui est menu engineering, comment on fait le calcul tout ce qui est pricing, que ce soit sur la carte, les menus. On pourra parler également de la carte du bar, tout ce qui est carte des cocktails, comment on fait ça. Comment on fait un pricing pour vendre du vin, on va dire moyen de gamme, sachant qu'on va faire un prix d'appel, et puis on va enfin, diminuer son coef plus on va monter en prix, bien sûr. On va pas vendre une bouteille à 1000 euros prix d'achat hors taxe, qu'on va pas la revendre 4000 euros, ce serait complètement aberrant, ou en tout cas on va jamais la revendre. Merci Étienne, bonne soirée, à bientôt, merci d'être venu. Quoi d'autre? On peut parler du turnover aussi, de tout ce qui va être recrutement, ce genre de choses. Merci beaucoup, merci pour le commentaire, c'est top. Voilà, si vous avez d'autres idées de live qu'on pourrait faire prochainement, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite de passer une très belle journée. J'étais ravi d'être avec vous dans ce live. Prenez soin de vous. Bon courage si vous, bon courage si vous redémarrez un nouveau poste de manager F&B. Je vous souhaite tout le meilleur du monde. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir m'écrire en DM directement sur LinkedIn. Je réponds toujours, parfois avec 48 heures de décalage, mais voilà, décalage horaire. Mais je réponds. Donc voilà. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!